Radio WN. Aujourd'hui, on est le 20 mai 2026. Moi, c'est Julia. Je suis ici avec Dimitri Chavaroche, enseignant, chercheur et docteur en histoire à l'UHA, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez encore vous présenter? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, merci. Je suis historien. En effet, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que mes activités sont divisées en deux grandes tâches. Celui de faire de la recherche en histoire contemporaine et plus spécifiquement sur la Première Guerre mondiale. Et mon autre activité, c'est d'enseigner à l'UHA, en licence essentiellement. Et votre parcours, est-ce que c'était clair toujours pour vous de devenir chercheur? Non, c'est quelque chose qui s'est construit peu à peu. Je ne connaissais pas du tout quand j'ai entamé ce parcours d'histoire en licence à Paris. Je ne connaissais pas du tout cet univers d'enseignant-chercheur. La pratique de la recherche, c'était quelque chose de très loin pour moi. Et j'ai découvert ça en licence. Mes enseignants m'ont présenté leur activité, leurs travaux, etc. Et peu à peu, le goût est venu et c'est ce qui aujourd'hui m'intéresse le plus, me passionne. Voilà. Et c'est ce qui est très intéressant de nous dans notre pratique, c'est très lié aussi à la pratique de l'enseignement. Voilà. C'est comment être chercheur en France? Je ne sais pas, est-ce que c'est facile de travailler dans ce domaine? Parce que je sais qu'en Finlande, ça peut être un peu difficile de trouver de financement, tout ça. Comment ça marche? Alors, il y a plusieurs choses. La recherche en France, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire que n'importe qui, en histoire, n'importe qui ayant une démarche d'historien, c'est-à-dire traitant d'un sujet à partir d'archives et produisant un discours historique, peut être qualifié de chercheur. Chercheur n'est pas un métier, c'est une pratique. D'accord ? Ensuite, le statut d'enseignant-chercheur, c'est un statut lié au monde universitaire français où nous sommes payés par l'université pour à la fois assurer un enseignement et des pratiques de recherche. Et au sein de l'université, effectivement, ça peut être de plus en plus difficile d'avoir des financements pour avoir du temps de recherche. Parce que c'est véritablement ça qui est difficile dans notre métier, c'est d'avoir du temps, de libérer du temps pour faire de la recherche alors que nous sommes accaparés par du temps d'enseignement qui est nécessaire, c'est indéniable, mais aussi énormément de tâches administratives, etc. Et la difficulté, elle est véritablement là, c'est-à-dire de dégager du temps pour faire correctement notre métier d'enseignant, avoir du temps pour faire de la recherche et aussi avoir une autre vie de famille éventuellement, pour pas que notre temps de recherche impute sur une vie familiale et que ce soit toujours nos conjoints ou conjointes qui aient à gérer les moments où nous sommes pas là et où nous devons faire la recherche. Aujourd'hui, vous avez parlé des combats rapprochés et corps à corps pendant la Grande Guerre. Pourquoi ce sujet? Alors effectivement, j'ai fait une thèse sur les pratiques de combat au corps à corps et de combat rapproché pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que lorsque j'ai voulu faire de la recherche en master, que je me suis orienté vers ce domaine, j'hésitais entre faire de l'histoire contemporaine sur la Première Guerre mondiale, parce que c'est une guerre qui me questionnait beaucoup, et de l'histoire médiévale, tout un autre monde. Et donc, lorsque j'ai discuté avec un des membres qui viendra ensuite, mon directeur de thèse, sur la Première Guerre mondiale, quels sont les sujets possibles, il m'avait présenté le cas des nettoyeurs de tranchées, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. En disant, il y a tout un imaginaire autour de ces hommes, mais finalement, on les connaît peu. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la Première Guerre mondiale. C'est comme ça aussi, c'est par l'étude de ce groupe, par l'étude de l'imaginaire de ces nettoyeurs de tranchées, par l'étude de ces pratiques que je suis rentré, j'étais en Master 1. Puis j'ai étoffé petit à petit au coup de main pour me poser vraiment la question en thèse, de trouver un sujet de thèse. Très bien, généralisons, c'est quoi véritablement que combattre dans les combats rapprochés au corps à corps? Ça concerne qui? Quel est leur contexte? Est-ce que c'est fréquent? Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré par l'étude de la guerre. J'avais pas du tout une passion pour la guerre en particulier, une passion pour le combat en particulier. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est cette guerre qui me questionnait et étudier des groupes, étudier des acteurs, comme ça. Si je me trompe pas, vous avez dit que votre domaine, ça fait partie de l'histoire sociale, oui, c'est absolument. Ça veut dire quoi? Alors, l'histoire sociale, c'est une étude des groupes et des conditions de vie, d'existence, des pratiques des individus. D'accord ? L'histoire sociale, au départ, elle est liée à différencier d'une histoire politique. On va étudier les régimes politiques. L'histoire sociale aussi, c'est aussi une histoire de tout ce qui est un grand moment, une grande partie de l'histoire sociale, c'est l'histoire des luttes sociales. Mais moi, c'est une histoire des conditions de vie et des pratiques des groupes.
Voilà, si on devait faire très très large. Encore, pour quelqu'un qui ne connaît pas, donc les combats rapprochés et les corps à corps, juste rapidement, c'est... Oui, bien sûr. Alors, comment je le définis? Très simplement. Un corps à corps, eh bien, c'est un combat où il y a un contact physique direct entre les adversaires. On se touche, d'accord? Le combat rapproché, eh bien, c'est difficile à définir en soi. C'est un terme qui n'existe pas dans les sources, d'accord? Qui existe un peu dans l'historiographie. Et au départ, j'étais assez mal à l'aise avec ce terme parce qu'il est assez flou. D'accord? Mais je l'ai gardé faute de mieux. J'avais pas d'autres notions pour vouloir traiter ce que je voulais traiter. Et je l'ai défini de la façon suivante. Je l'ai défini comme un combat qui se déroule dans un espace de temps, dans un contexte d'espace et de temps, où le corps à corps est possible rapidement sans qu'il ait lieu. Je ne pouvais pas définir un combat rapproché, c'est 5 mètres, 10 mètres, enfin, ça n'avait aucun sens, et surtout c'était impossible à définir par les sources. Les sources n'indiquent jamais à quelle distance, ou très rarement à quelle distance ils sont. Par contre, je sais où est-ce qu'ils sont. Les sources indiquent où est-ce qu'ils se trouvent dans la tranchée par rapport à leur adversaire, donc je sais si rapidement ils peuvent les atteindre. Ça, c'est possible. Donc, voilà. Ce sont des combats, également, les combats rapprochés, où les combattants ont conscience de porter un coup à l'adversaire, même s'ils ne savent pas la force, s'ils sont nombreux, s'ils sont forts, faibles, etc., malades, etc. Mais ils ont conscience d'atteindre l'autre. La dernière question, c'est Pint of Science. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est important de faire des événements comme ça pour des gens? Alors moi, c'est la première fois que je participais à Pint of Science. Pourquoi c'est important? Je dirais que c'est important tout d'abord c'est la question de la vulgarisation, ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire diffuser le savoir de façon le plus intelligible, le plus simple possible. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué, la vulgarisation, parce que c'est rendre simple des choses qui peuvent être complexes, et c'est surtout ne pas trahir la complexité. D'accord? C'est-à-dire montrer simplement toute la complexité d'un phénomène. Et avec ce format, eh bien, c'est ce que je pense tous les intervenants ont tenté de faire dans une ambiance conviviale, voilà. Et c'est une façon de pouvoir bien découvrir des choses que l'on ne connaît pas, des pratiques que l'on ne connaît pas. Et en ça, c'est important, je pense. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Radio WN.